Exercice qui consisterait de faire l'autopsie de cet ouvrage qui vient, ma foi, enrichir le paysage littéraire et culturel congolais. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, amoureux du livre, distingués invités à vos rangs et grades respectifs, vous conviendrez avec moi qu'il existe plusieurs manières de marquer l'histoire de l'humanité en fonction du domaine et de l'intérêt porté. Mais à mon humble avis, la façon la plus sûre, la plus inaltérable et la plus sublime d'y parvenir est et demeure, quoi qu'on dise et jusqu'à preuve du contraire, le livre. Car un livre, vecteur de connaissances et du savoir, est un outil indispensable et incontournable dont s'est servi et se sert l'homme pour contribuer à l'épanouissement de l'humanité et par conséquent à sa dignité. Il faut avouer qu'écrire est un acte libératoire et cognitif qui exige sacrifice et abnégation. C'est un merveilleux acte d'altruisme. Et sans vous en douter, le livre qui fait l'objet de cette communication, qui est soumis à notre sagacité intellectuelle et dont j'ai l'infime honneur et l'immense bonheur de faire la critique, s'inscrit parfaitement dans cette optique. Il a pour titre l'exercice des missions de police judiciaire en République du Congo. Par le truchement de ce livre qui comprend 119 pages et publié chez l'Harmattan Congo en 2025, l'auteur est venu rejoindre et enrichir de façon illustre le Panthéon ou le prestigieux cercle fermé des auteurs congolais dans le domaine de la littérature du droit, au même titre que ces auteurs déjà connus. Cependant, il est judicieux de relever avec honnêteté que l'originalité de cet ouvrage résulte prima facie du fait qu'il soit le premier à théoriser sur cette thématique spécifique en République du Congo. Nonobstant le cours de procédure pénale enseigné dans les établissements d'enseignement supérieur et écoles spécialisées, de quelques rares ouvrages généraux publiés en matière de procédure pénale et de nombreux travaux scientifiques publiés ou inédits, à l'instar des articles, mémoires et thèses qui abordent globalement ou indirectement les missions de la police judiciaire. Or, ce livre, rappelons-le à juste titre, est le premier du genre. Il est sans aucun doute au confluent du droit général, du droit pénal général, du droit pénal spécial, du droit de la procédure pénale et du droit policier. Il s'ensuit que sur ces entrefaites, l'auteur en est donc la pionnière, ce qui vaut admiration et applaudissements. Ici est de noter que d'un point de vue formel ou morphologique, l'architecture de ce livre répond avec une fidélité chirurgicale aux exigences éditoriales universelles. En effet, il est remarquablement constitué de la première et quatrième de couverture. Il comprend ensuite d'une introduction, 5 pages, précédée de remerciements, 1 page, et d'un avant-propos, 3 pages, mais également du corps du travail, 90 pages, d'une conclusion, 1 page, d'un glossaire, 4 pages, et de la table de matière, 5 pages. Mais ce qui est plus frappant de prime abord, c'est la couleur de la première de couverture, symbole du patriotisme. Elle reflète en effet la couleur du drapeau tricolore congolais, vert, jaune, rouge. En dessous, il y a le nom de l'auteur, en dessus. Et tout juste au centre, il y a l'image de 4 personnes vêtues de noir en forme militaire ou policière. Il doit s'agir vraisemblablement des agents de la force publique, notamment des gendarmes et des policiers. Au niveau de la 4e de couverture, en couleur jaune, précédée de la reprise du titre en couleur rouge, un magnifique résumé du livre et de la bibliographie de l'auteur éclaire à merveille la lanterne de tout lecteur avisé. Mesdames et messieurs amoureux du livre, qu'en est-il alors du fond et du substrat de cette œuvre? Maurice Barre affirme « Où manque la force, le droit disparaît.
où apparaît la force, le droit commence à rayonner. Un peu dans la même perspective que Blaise Pascal, quand il affirme avec brio que la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Toutefois, on ne peut pas appréhender cet ouvrage sans en définir les concepts. Le célébrissime Albert Camus écrivait avec raison en 1944 que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ainsi, à ce stade de réflexion, il est important, pour ne pas céder au chant des sirènes des choses mal nommées, de définir la notion clé de police judiciaire. En droit positif congolais, la police judiciaire se distingue de la police administrative, en ce sens que si la police administrative a une nature préventive, la police judiciaire revêt en revanche un caractère répressif. Au terme de l'article 14 nouveau de la loi numéro 10/83 du 27 juin 1983 portant modification de certains articles de la loi de 63 portant code de procédure pénale, la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de les déférer devant les autorités judiciaires compétentes. Et une fois l'information ouverte, elle exécute les délégations du juge d'instruction. Placée sous la surveillance du procureur général et du contrôle de la chambre pénale de la Cour suprême, la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République par des agents publics ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agents de police judiciaire, ainsi que des fonctionnaires auxquels sont attribuées par la loi des fonctions de police judiciaire conformément aux dispositions respectives des articles 15, 16 et 17 nouveaux de la 83 précités. Selon le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, on entend par officier de police judiciaire l'ensemble des fonctionnaires ou agents publics placés sous l'autorité du parquet et du contrôle de la chambre d'instruction au Congo, chambre d'accusation, ayant pour mission d'accomplir les opérations ressortissant à l'enquête de police ou à la flagrance. Fort de ce qui précède, l'auteur s'appuie avec brio sur cette vérité légale en subdivisant son ouvrage en 5 chapitres. On peut dire, c'est une maison, 5 chambres. Dans le premier chapitre, l'auteur a eu l'ingéniosité de fixer l'attention du lecteur sur la hiérarchie des textes juridiques qui régissent la police judiciaire, en l'occurrence le bloc de constitutionnalité, le bloc de conventionnalité, le bloc de légalité et le bloc réglementaire. Elle rappelle à titre d'illustration que l'exercice des prérogatives ou missions de police judiciaire est subordonné avant tout au respect des limites fixées par la Constitution et les autres textes de notre ordonnement juridique. Tel est le cas, sans être exhaustif, des principes fondamentaux du respect du droit à la vie, des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, de l'interdiction constitutionnelle, du recours à la torture et au traitement cruel, inhumain et dégradant, des perquisitions au respect des formalités légales prescrites lors des enquêtes. La loi de 60 habilité à exercer ses missions. Selon elle, cette réforme qui est restée inachevée n'est que le fruit ou le corollaire de l'histoire du pays, résultat de réformes ou soubresauts politiques. En un mot, l'histoire politique du pays influence considérablement le paysage juridique. En cette matière policière, les sentiments d'inachevés de ces réformes juridiques résident, selon elle, sur l'ambiguïté ou les vides juridiques qui existeraient sur la détermination exacte ou claire des agents ayant qualité d'officier de police judiciaire au sein de la gendarmerie. En effet, selon elle, si la loi, après la restauration de la gendarmerie dans les années 90, avait réhabilité celle-ci des missions de police judiciaire, force est toutefois de constater qu'elle est restée muette ou silencieuse sur la qualité des agents gendarmes à exercer ces missions. Par ailleurs, au titre des fonctionnaires de l'État ou agents publics investis à cet égard,
Elle cite les agents des eaux et forêts, les agents des douanes, les agents de commerce, de la pêche, de la marine marchande, des mines, et j'ajoute les agents aussi du ministère de la Santé. Quant au chapitre 3, il porte essentiellement sur les missions de la police judiciaire. L'auteur nous apprend que celle-ci s'exerce pendant l'enquête préliminaire ou de flagrance, au cours de l'information judiciaire, en cas de délégation du juge d'instruction, comme les commissions rogatoires, les mandats. Ce même chapitre met l'accent sur les rapports que les officiers de police judiciaire entretiennent avec les magistrats dans la mise en œuvre de ces prérogatives, avec le procureur de la République, avec le juge d'instruction, avec le PGP de la Cour d'appel et avec le procureur général de la Cour suprême, mais aussi avec la chambre pénale de la Cour suprême. C'est finalement au chapitre 4 que l'auteur étudie la problématique des actes d'enquête. En effet, la police judiciaire est habilitée à mener des enquêtes ou à poser des actes d'enquête comme la constatation des infractions, le placement en garde à vue, l'interpellation, l'audition des suspects et témoins, la perquisition et les saisies, les écoutes téléphoniques et même les expertises, etc. Ces actes ne peuvent cependant être menés ou posés que dans le respect de la législation en vigueur, des règles de compétences matérielles et territoriales, mais aussi et surtout des droits et libertés des citoyens, ainsi que de la distinction obligatoire entre la procédure contre les adultes et celle des mineurs, d'autant plus qu'il s'agit là de deux régimes juridiques différents. Quant à la compétence territoriale, il y a lieu de relever que sur le principe et la délimitation territoriale, la loi admet des dérogations en matière de flagrance ou de délégation. Cependant, l'auteur attire l'attention du lecteur sur la distinction établie entre la durée légale entre la garde à vue d'un majeur et celle d'un mineur dans l'exercice des missions de police judiciaire. De même, elle souligne qu'il existe une procédure particulière en matière d'enquête, de perquisition, de visites domiciliaires ou de saisie pour certaines catégories de personnes assumant des hautes fonctions publiques ou diplomatiques. Tel est le cas, en l'occurrence, des agents diplomatiques, des agents consulaires, des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires d'une organisation internationale, les membres de la Cour constitutionnelle, des parlementaires, des avocats et des officiers de police judiciaire. Pourtant, il est évident que les actes d'enquête peuvent être frappés de nullité et sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'officier de police judiciaire. Néanmoins, qu'advient-il après la clôture des activités réalisées par la police judiciaire? C'est à cette question que répond le chapitre 5 de ce livre, qui en constitue d'ailleurs le dernier chapitre. Mesdames et messieurs, amoureux du livre, distingués, invités, comme toute œuvre, celle-ci n'échappe pas à la perfectibilité. Elle comporte en son sein quelques faiblesses qui mériteraient d'être corrigées en vue de contribuer utilement à la qualité intrinsèque de l'œuvre. Nous voici à la fin de cette communication et sans doute, il convient de retenir que ce livre revêt moult intérêt, tant sur le plan scientifique qu'académique, sur le plan théorique que pratique. Il s'adresse à l'ensemble de la population, certes, mais particulièrement aux praticiens du droit, à savoir les magistrats, les avocats et les officiers ou agents de police judiciaire. D'ailleurs, on ne doit occulter le fait que la police judiciaire est un maillon indispensable de la chaîne pénale. En vertu de la loi, elle est compétente pour constater les infractions, de rechercher les preuves et de déférer leurs auteurs devant la justice pénale en saisissant le procureur de la République. Ce dernier peut soit classer l'affaire sans suite en vertu de son pouvoir d'opportunité de poursuite, soit par le mécanisme de l'exercice de la mise en mouvement de l'action publique, saisir la juridiction d'instruction par un réquisitoire introductif pour l'ouverture d'une information, soit la juridiction de formation par citation directe ou encore en procédure de crime et délit flagrant. Cela étant, l'exercice des missions de police judiciaire
est bien encadré en droit processuel congolais, en dépit de quelques faiblesses textuelles. Cependant, ces missions doivent être exercées dans le respect de la législation en vigueur. In fine, l'auteur plaide en faveur de la réactualisation du cadre juridique actuel pour qu'il puisse être revu pour s'adapter à l'ère du temps, pour combler le vide juridique qui ronge quelquefois nos textes juridiques et pour restaurer de façon pérenne la confiance longtemps érodée entre la société et la police. Je vous remercie.